Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième atelier de la matinée Vitacrea qui s'intitule Faire ses premiers pas en micro-entreprise. Alors, si vous étiez déjà avec nous depuis ce matin, vous avez écouté deux thématiques importantes. D'abord, des premiers témoignages sur la sobriété, la simplicité dans l'entrepreneuriat, puis un atelier pratique sur le financement pour savoir à qui s'adresser, dans quel ordre. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, bienvenue. Un rapide rappel sur Vitacrea, c'est une semaine qui est dédiée aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Vous y trouvez des ateliers, des témoignages, des conseils d'experts. Et puis, nous, on s'est donné un objectif, vous donner un maximum de clés pratiques pour avancer dans vos projets de création de reprise. Je vous invite à utiliser un maximum le chat sur YouTube. Vous avez un conseiller en création d'entreprise qui est présent pour répondre à toutes vos questions pendant tout l'atelier. Donc n'hésitez pas non plus à réagir aux propos de nos intervenants, le chat est fait pour vous. Donc on va parler micro-entreprise, une formule qui attire énormément par sa simplicité. Mais on va voir que derrière cette image qui peut être rassurante, il y a certainement quelques pièges à éviter et des limites certainement à connaître. Donc dans cet atelier, on va essayer de vous proposer un panorama les plus clairs possible des règles, des bonnes pratiques, des points de vigilance pour que vos premiers pas soient sécurisés, on va le dire comme ça. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau plateau, à la fois composé d'experts et puis de chefs d'entreprise pour avoir leur regard terrain. Ils vont se présenter tout de suite. Et j'accueille Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir sur le plateau de Vitacrea et de pouvoir partager mon expérience professionnelle. Donc j'ai créé ma société en juillet 2023, donc ça fait 2 ans maintenant. Je suis artisan cirier, c'est une reconversion professionnelle. J'ai été employée de banque avant, tout arrive. Donc j'ai créé cette société, j'ai souhaité partir sur des créations qui collaient à mon univers, c'est-à-dire un univers celtique. Donc j'ai créé les Lumières du Druide. Donc toute une gamme de produits artisanaux, fondants et bougies parfumées avec une spécialité. Ce sont des créations qui sont haut de gamme et avec des formules que j'ai créées moi-même également sur une gamme originale d'huile essentielle. Donc beaucoup de travail forcément et beaucoup de passion surtout. Merci Myriam de venir partager ton expérience avec nous. Je m'adresse à ton voisin juste à côté de toi, à Patrice. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Moi aujourd'hui je suis chargé de développement économique à la Chambre de métiers de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis basé à Trévenans dans le territoire de Belfort. J'interviens pour les accompagnements des créateurs, des porteurs de projets, tout type de formes juridiques. Ça peut être de la micro-entreprise, ça peut être de la société. Aujourd'hui effectivement j'interviens également sur des réunions d'information pour les porteurs de projets où on rencontre énormément d'entreprises qui s'ouvrent en micro-entreprise. Donc voilà, j'apporte mon expertise. Par le passé et avant la Chambre des métiers, j'étais chargé d'affaires entreprises en banque. Une quinzaine d'années d'expérience qui m'a permis de voir effectivement l'autre côté, l'autre revers en termes de gestion et permettre d'apporter des informations sur les créateurs ou pour les créateurs d'entreprises, gestion de trésorerie ou gestion du risque. Et j'ai été moi-même entrepreneur, une période de ma vie, en expérience, où j'étais gérant de société. J'ai employé quelques salariés pendant 6 ans sur le secteur de l'immobilier. Merci Patrice, c'est très complet. Donc tu fais partie de nos 2 experts du plateau et tu vas pouvoir nous parler de ce que tu vois au quotidien et comment tu conseilles les entrepreneurs sur ce statut de la micro-entreprise et les bonnes pratiques à avoir. Je me tourne de l'autre côté du plateau. Et on accueille Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Nicolas, merci pour cet accueil. Alors moi je suis Laetitia Chevillard, je suis coach de vie. J'ai monté ma micro-entreprise en janvier 2025, donc c'est tout récent. J'accompagne des particuliers lors de changements de vie ou changements ou questionnements ou mise en œuvre de projets. J'interviens aussi dans les entreprises en analyse de la pratique puisque je suis aussi formée en analyse de la pratique et je fais des formations également sur la gestion des émotions, la confiance en soi. Voilà, donc j'interviens dans différents milieux scolaires, milieux professionnels. Géographiquement, Laetitia, je suis à Chalon-sur-Saône. Très bien.
Merci à toi et bienvenue. Merci de partager ton expérience avec nous. Et puis, on accueille notre dernier expert, Thomas. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Thomas Charbonnier, je suis donc expert comptable. J'ai monté mon cabinet il y a 3 ans, cabinet Magma, qui se situe à Dijon. Passionné de l'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'ai voulu monter mon cabinet, pour vivre aussi ce que vivaient les créateurs d'entreprises, c'est-à-dire passer par le je démarre à zéro et je crée, je vais chercher mes clients et je mets en place mes procédures. Et on est 3 associés et on accompagne les créateurs d'entreprises, petites, moyennes entreprises et y compris les micro-entrepreneurs pour leurs problématiques de départ, notamment la TVA, le choix du statut juridique. Et un plaisir d'être ici aujourd'hui. Eh ben, merci à toi d'être là, de partager cette expertise, ton retour d'expérience aussi avec les clients que tu accompagnes. Je me retourne vers toi, Patrice. On essaye de le faire à chaque début d'atelier et donner un peu le périmètre. C'est, du coup, la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? Même si on a eu un premier atelier juridique hier qui en a un petit peu parlé, mais on l'a effleuré. Est-ce que tu peux bien nous resituer ce qu'est la micro-entreprise, s'il te plaît? La micro-entreprise, déjà, avant tout, c'est une entreprise individuelle. C'est pas une micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est le régime de l'entreprise individuelle. Donc, c'est bien une forme juridique entreprise individuelle qu'on crée. Et à cela, on va justement choisir un régime fiscal et un régime social. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, c'est un régime effectivement très simplifié par la gestion et par le suivi, en tout cas du chiffre d'affaires et des charges. Par contre, il y a des règles à respecter, certaines règles en termes de chiffre d'affaires, en termes de seuil de TVA, sur lesquels on va être obligé de faire certaines démarches administratives. Et voilà. Après, il y a d'autres choses qu'on verra certainement plus tard, qui sont justement de la vie de l'entreprise. Mais avant tout, effectivement, c'est de savoir que c'est bien une entreprise individuelle. Merci pour cette précision. Je me tourne vers toi, Thomas, si tu veux compléter. Du coup, Patrice disait c'est une entreprise individuelle. Ouais, c'est exactement ça, on est dans une entreprise individuelle. La micro, c'est le régime, c'est exactement ça. Il faut avoir en tête qu'on a longtemps parlé de l'auto-entreprise. Et donc l'auto-entreprise et la micro-entreprise, c'est la même chose. C'est vraiment un régime. On est dans le cadre d'une entreprise individuelle sur le terrain juridique. Et aujourd'hui, si on veut créer une micro-entreprise, il faut passer par le guichet unique de l'INPI. Le site de l'auto-entreprise ne permet plus la création, donc c'est vraiment le guichet unique qui va nous permettre de la créer. Eh bien, merci pour ces précisions. Je me tourne vers toi, Laetitia. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce choix de la micro-entreprise? Alors moi, ce qui était simple, c'est qu'il y a une réalité économique. Je suis maman de 3 enfants. À un moment, il faut se dire de quoi j'ai besoin pour vivre. Donc moi, je suis toujours à mi-temps dans l'éducation nationale. Et donc après, j'ai commencé par la micro-entreprise parce que c'est simple. Il y a peu de frais. Peut-être que j'évoluerai autrement en fonction des résultats de mon entreprise, mais pour le moment, il fallait quelque chose de simple et à moindre coût. Donc toi, c'est la souplesse et le coût qui t'a attiré vers ce statut. Merci. Je te pose la même question. Myriam, toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce statut particulier? Pas forcément particulier, mais ce statut-là. Vous me disiez, c'est vraiment un statut juridique. Moi, je n'ai été que salariée avant, donc des années salariées, et j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour, j'aurais fait autre chose. Et j'étais pas prête sur ce côté gestion. La comptabilité, pour moi, c'était quelque chose de trop difficile, même si j'ai désacralisé la chose grâce à la SMA, notamment par le biais d'une formation sur la comptabilité de débutants, où là, j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça, en tout cas. Mon objectif n'est pas de rester sur la micro-entreprise, mais pour démarrer, il y avait tellement à faire sur ce métier d'artisanat, à apprendre, parce qu'il n'y a pas de formation en plus sur mon métier. Le métier de cirier, il n'y a pas d'école. Donc on apprend sur le tas, on reste dans des nuits dans l'atelier. Enfin, ça a vraiment été un gros travail. Et je n'avais pas les moyens humains, en tout cas, de m'attacher à autre chose. Et donc, du coup, c'était vraiment une évidence pour moi d'aller sur cette simplicité
qui correspondait aussi à mes débuts, parce que pour passer sur comme j'ai fait de la gestion de patrimoine dans mon ancienne vie, j'étais conseillère en gestion de patrimoine, je côtoyais également des chefs d'entreprise et j'avais déjà lu un bilan, et je savais déjà que ça ne correspondait pas au début d'activité que j'allais créer. Ne serait-ce que par les fonds, parce que les banques ne vous suivent pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand on crée une entreprise. Et donc, ça me correspondait vraiment en termes de simplicité et la forme. Enfin, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et par le produit aussi que je voulais créer au départ. Merci pour ce témoignage. Patrice, je reviens sur ce que nous ont dit nos 2 chefs d'entreprise. Moi, j'ai entendu de la simplicité, le côté un peu test, Laetitia, si je comprends bien, le fait de pouvoir aménager aussi son emploi salarié. J'entendais simplicité de comptabilité un petit peu, Myriam, sur cette Oui, et choix. puis aussi, c'est vrai que c'est, entre guillemets, plus facile à défaire si on se rend compte que c'est pas... moi, ça a été une passion immédiate, mais si ça n'avait pas été le cas, c'est beaucoup plus facile d'en sortir que d'avoir monté une vraie structure. Voilà. Du coup, Patrice, est-ce que c'est des arguments qui reviennent régulièrement chez les entrepreneurs que tu croises et est-ce que il y a d'autres avantages éventuellement? Elles en ont cité pas mal. Oui. En fait, oui. Myriam parle de simplicité et Laetitia, en fait, elle est en temps partiel, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, oui, il y a le complément de revenu et il y a aussi la simplicité. Et en fait, ça rejoint le fait de rassurer. Porteur de projet va dans l'inconnu, souvent. Et donc, c'est rassurant de pouvoir avoir un complément de revenu et dire je vais développer mon entreprise et ensuite on va en vivre et on va faire en sorte de la rentabiliser et faire de l'entreprise mon métier et mon revenu principal. Et puis la simplicité, effectivement, parce que il n'y a pas de comptabilité propre en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bilan ou un compte de résultat, c'est une simple gestion. Entre guillemets, on va dire, de compte. Vous avez un compte bancaire, vous avez votre chiffre d'affaires que vous versez sur votre compte bancaire, vous avez vos charges qui sont prélevées sur votre compte bancaire, et à ce moment-là, vous avez une visibilité directe entre, pareil, qui vous reste. En tout cas. Merci. Si Oui, bien sûr. Ce statut correspondait bien aussi à mon activité, c'est-à-dire que je ne vends pas, j'ai pas de produits, j'ai pas d'achat, j'ai pas de local, il y a que moi en fait. Donc du coup, la micro, c'est très simple pour ce que je fais. Moi, je travaille aussi à domicile, donc j'ai des charges. On pourrait les comptabiliser, on pourrait les quantifier, mais il y a ce paramètre-là aussi. C'est souvent le cas. Une micro-entreprise, on parlait de charges et de chiffre d'affaires effectivement à développer. Le coût d'un local, le coût d'une installation dans un local ou d'un commercial ou autre, en centre-ville, ça a un coût souvent très important. Une micro-entreprise permet un démarrage sans trop d'investissement de départ. Merci. Thomas, je me tourne vers toi parce que on a commencé à dépeindre peut-être quelques cas particuliers et des choses sur lesquelles faire attention. J'entendais quand même beaucoup simplicité, etc. C'est le statut parfait. Il faut aller là-dessus. Je pense que c'est pas aussi simple. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, il y a plusieurs éléments qui vont nous permettre de choisir ce statut. Certains ont été évoqués. Le premier sujet, c'est la notion de chiffre d'affaires. Comment on veut faire évoluer notre entreprise. Si on veut tester, voir si ça marche, on ne sait pas trop, etc. C'est vraiment un super statut parce qu'on l'a dit, simple, peu de coûts, il n'y a pas besoin de faire appel à un expert comptable, on peut lancer facilement, etc. Donc top, si on veut tester le marché, il faut y aller et après on peut changer sans problème. Le deuxième sujet sur lequel il faut être attentif, c'est les charges. On l'a évoqué aussi. S'il n'y a pas de loyer, s'il n'y a pas de frais de déplacement, s'il n'y a pas de gros achats, bah oui, statut parfait, allons-y, on va voir, on teste. Par contre, si dès le début on a besoin d'un loyer, on a besoin d'un local, on a besoin d'un véhicule, on a besoin de se déplacer et on a des charges, il faut déjà prendre des salariés, bah là on se repose des questions parce que non, ce statut n'est pas parfait sur le terrain fiscal et social. Il y a moyen d'optimiser si on a plus de charges. Et après, on l'a évoqué aussi, il faut faire attention au seuil.
Oui. parce que il y a des seuils de chiffre d'affaires. Donc, en fonction des activités qui sont faites, si c'est la prestation de service, on doit être à 77 000 de seuil, c'est-à-dire que Ok. jusqu'à 77 000 euros, on peut rester dans ce statut, mais si on dépasse, Mm. on doit obligatoirement changer de statut. On n'a plus le choix. Il y a une histoire de délai, bien sûr, pour faire la transition. Et quand on fait de l'achat-revente, ça doit être 188 000 euros de seuil. Et du coup, voilà, il y a testé, top, le statut est vraiment super. Mais après, il y a des cas où il faut faire attention et donc être accompagné. Il faut se poser la question au début, il ne faut pas se dire j'y vais bille en tête. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Thomas, du coup, quand on se pose cette question-là, peut-être quand tu parlais de seuil, quand on se dit, ah, je vais peut-être être un peu limite, tu parlais d'accompagnement, tu conseilles de faire quoi pour un entrepreneur qui nous regarde? Bah, la première chose, c'est d'en échanger. Faut pas créer son entreprise tout seul en y allant, bah, je crée, je verrai bien. Non. Il y a différents accompagnants sur la place, la CCI, la CMA, les experts comptables, bien sûr. Il faut aller voir des professionnels pour poser un peu la situation, commencer à travailler un petit prévisionnel, pas forcément quelque chose de très compliqué, mais on dit combien on va faire de chiffre d'affaires, combien on aura de charges, etc., pour voir un peu ce que ça donne, en échanger avec des professionnels sur le terrain et se dire bah, quelle serait la situation la plus adaptée pour mon cas. Et ça m'arrive régulièrement de personnes qui viennent me voir, de leur dire bah, vous faites 6 mois comme ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui me permettent de dire on va sur un autre statut. On se revoit dans 6 mois et on voit comment ça a pris au démarrage. Et après, éventuellement, on fait évoluer les choses et ça, c'est totalement possible. Oui. Notre intervenant juriste qui était là hier nous disait effectivement un peu la même chose que toi, c'est-à-dire que la transformation après était relativement simple pour le coup. Donc si je résume, c'est un statut très sympa pour tester. Ouais, pour tester et démarrer. Et c'est vrai que ce qui était dit, c'est facile de transformer sous un autre statut, alors que quand on est dans un autre statut, c'est compliqué de revenir sur la micro. Pas impossible, mais un peu de frais, un peu d'administratif. Et du coup, si on veut tester, le démarrage en micro est pas mal. Patrice, est-ce que tu voulais réagir? Oui, je suis entièrement d'accord sur déjà la première erreur à ne pas faire, c'est effectivement aller s'inscrire sur le site INPI sans avoir consulté un expert ou un accompagnateur de création ou autre. Ça, c'est clair, il faut surtout pas le faire. Déjà, pour le risque d'erreur au niveau de l'inscription, en termes de code d'activité, surtout pas se tromper. Le risque d'erreur, justement, sur le manque de connaissances sur le statut, en disant, on parlait de seuil, effectivement, je vais juste reprendre, c'est 188 700 et 77 700. On mettra dans le chat les seuils exacts à la virgule près. Alors, en plus, hors taxe. Puisque à l'intérieur de ce seuil, effectivement, il y a un seuil de TVA. Donc il y a un seuil de chiffre d'affaires, mais à l'intérieur, il y a un seuil de TVA. On va pas trop rentrer dans le détail parce que moi, quand j'ai commencé à travailler l'émission, ça change tout le temps, hein, ces seuils. J'ai l'impression chaque année, il y en a. Tu disais de la TVA, le chiffre d'affaires, etc. Donc on les remettra dans le chat, mais attention, ça bouge souvent. Hein. Alors, il y a effectivement la loi de finances de l'année dernière. Hein, pour l'instant, il n'y a rien d'acté qui avait effectivement éventuellement modifier ces seuils. Ils ne sont pas modifiés, ils restent. Par contre, effectivement, il faut aller sur les sites pour se renseigner sur ces seuils. Au moment où on crée, ou au moment où on va rencontrer un expert, cet expert-là va pouvoir vous indiquer les seuils et la démarche et qu'est-ce qui va changer. On parlait de la création d'entreprise, effectivement, au moment où on crée notre entreprise, il y a une démarche, il y a toute une chronologie, il y a l'idée, il y a le projet, il y a l'étude de marché. Il y a le besoin de démarrage et si on a besoin de financement. Et c'est seulement à ce moment-là, effectivement, qu'on va déterminer le statut juridique. C'est pas avant. On ne dit pas je crée une micro-entreprise, comme j'entends souvent. Non, on fait une vraie démarche et après on décide de ce statut-là. Parce qu'on n'a pas besoin de financement ou parce qu'on n'a pas trop de charges. À ce moment-là, c'est un vrai un régime adapté. J'insiste là-dessus parce que ça a été dit aussi hier par nos deux juristes qu'effectivement c'est une entreprise et qu'il y a des choses à travailler avant le statut juridique. Donc tu confirmes, je vois Thomas hocher de la tête aussi. Donc c'est quelque chose d'important. Myriam, je reviens vers toi. Est-ce que toi tu as fait cette étape, ce travail avec un conseil externe pour te dire ou toi, tu avais déjà décelé que c'était le statut qui t'intéressait, mais est-ce que tu l'as confirmé ou tu t'es dit non, c'est bon, je suis sûr? Moi, j'en étais persuadée de par mon ancienne vie professionnelle, mais par contre, j'ai été confortée. Moi, j'ai été énormément suivie par la CMA. D'accord. J'ai travaillé vraiment main dans la main avec Catherine.
la CMA, et donc et qui m'a suivi puisque j'ai fait toutes les formations qui m'ont permis d'avancer sur mon projet. Donc ça m'a vraiment confortée. J'ai fait l'inscription INPI avec la CMA lors d'une formation où là on était vraiment, et c'est vrai qu'on peut se tromper, et c'est là où il faut pas se tromper. Donc ça vaut vraiment pas le coup de pas se faire accompagner. La CMA fait ça super bien. Lors d'une formation, tout a été, on a été plusieurs, hein, mais chaque cas a été traité individuellement et personne ne s'est trompé. On est tous sortis. Je crois que j'étais peut-être la seule à pas avoir été validée parce que des fois ça mouline un petit peu, mais tout était parfait, quoi. Et là, on est serein. Le démarrage doit être bon quand même administrativement parce que sinon c'est pas bon signe. Mais... T'as gagné en tranquillité d'esprit. Ah, complètement. C'était pas mon fort non plus, tout ce qui est gestion et tout là. Enfin, moi j'ai vraiment cherché les appuis. Ce coup-là, vraiment. Merci. Laetitia, toi, dans ton cas, comment t'as fonctionné? Moi, c'était vraiment un grand écart incroyable parce que du métier, enfin, d'enseignante à chef d'entreprise, j'avais aucune connaissance sur ce qui est comptabilité, business plan, tout ça. C'était vraiment un autre univers. Donc voilà, faut accepter aussi qu'on ne sache pas tout. Donc je me suis fait accompagner par la CCI, différentes formations et puis un accompagnement individuel. Voilà, et qui a été assez étalé dans le temps, et je trouve ça intéressant parce que notre projet, il évolue. En fait, on a une idée, et puis après on se dit, ah, mais peut-être si, puis voilà, il y a des réglages comme ça qui se font, et puis, ouais, on a besoin de temps aussi pour faire naître le projet. Donc toi, t'as pris le temps de construire au-delà du statut, si j'entends bien. Oui. Et puis, effectivement, quand on est micro-entrepreneur, je trouve il faut avoir un panel de compétences assez large. Hein. Il suffit pas d'être bon dans notre domaine. Il faut s'intéresser à la comptabilité, au développement du business. Les choses évoluent aussi. Hein. Oui. On a pu voir avec le seuil de TVA, donc faut pas rester sur ses acquis. Hein. Ouais. Justement, ce que je disais, c'est qu'en fait, on l'a dit au départ, hein, c'est une entreprise individuelle. Et à ce titre, le chef d'entreprise a toutes les casquettes. Exactement. Et ça, faut pas l'oublier. Il y a un savoir-faire, il y a la production. Par contre, il faut savoir la vendre, il faut savoir gérer son entreprise. Si on a les 3 points, à ce moment-là, c'est l'idéal. Si on les a pas, il faut se faire accompagner ou se former. Ça, c'est vrai. Par contre, effectivement, il y a toutes les casquettes. Casquette de chef d'entreprise, casquette de comptable, casquette de commercial, casquette de secrétaire administrative, le chef d'orchestre, femme de ménage, parce qu'il faut gérer gestion de stock, enfin voilà. Donc toutes les casquettes comme un chef d'entreprise. C'est pas le régime qui détermine ce statut de chef d'entreprise, hein, c'est bien l'activité, hein, qui fait que. D'accord. Thomas, du coup, si j'entends bien, micro-entreprise, statut simple, mais pas micro-chef d'entreprise, on doit prendre la mesure de ce rôle-là, de cette posture-là. C'est quelque chose que j'entends souvent, de se dire, je commence par ma micro, puis après je monte ma vraie entreprise. Non. En fait, la micro, ça changera pas en termes de vente, en termes de commerce, en termes d'activité. C'est notre entreprise. Peu importe le statut dans lequel on se situe, c'est notre entreprise. Donc oui, on est un chef d'entreprise à part entière, avec tous les avantages et tous les plaisirs, mais avec tous les inconvénients qu'il y a derrière aussi, et toutes les casquettes qu'on doit porter. Oui. Et du coup, toi, tu l'identifies bien. Comment tu conseilles tes clients par rapport à ça? Parce que s'ils arrivent en te disant, je montrerai ma boîte après, comment tu mets le doigt sur les compétences qui sont peut-être à travailler, à identifier? Sur quoi tu insistes beaucoup, toi? Je mets en évidence, j'essaye de faire projeter le chef d'entreprise dans comment ça va se passer quand ça sera créé. C'est-à-dire comment tu vas vendre, comment tu vas communiquer, tu vas aller voir quelle banque, comment ça va se passer, comment tu vas payer, est-ce que tu as un site internet, est-ce que ton chiffre d'affaires il est comptabilisé, il est suivi de quelle façon, je vais pas dire comptabilisé mais suivi. Et du coup pour commencer à mettre en évidence que outre j'ai mon produit ou j'ai mon service, il y a tout l'à côté et du coup faut se projeter un peu en qu'est-ce qui va se passer concrètement et pas simplement j'ai mon service et je vais faire mes interventions ou vendre mes produits. Il y a tout le tour qu'il faut avoir en tête. Ouais. Merci. Laetitia, je reviens vers toi. Notre atelier s'appelle Faire ses premiers pas en micro-entreprise. Comment ces premiers pas, toi tu les as faits? Du coup, est-ce que tu as pris un peu de plein fouet, un peu ce qu'on évoque là avec Thomas, ou tu avais quand même anticipé et tu t'étais attendu à ce qui est arrivé?
Moi, j'y suis allée vraiment pas à pas, vraiment chaque chose, l'une après l'autre. Donc voilà, j'ai appris à faire mon site internet, aller contacter des clients, apprendre à me vendre, ce qui était très difficile, hein. Comment je me positionne sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un cheminement et un questionnement qui est long et vraiment profond, quoi. Donc pas à pas et toujours en étant accompagnée. Merci. Myriam, toi de ton côté, ces premiers pas, comment ils se sont passés? Est-ce que ça a été facile, douloureux? Dis-nous tout. Alors, c'est exactement de cette façon-là, mais je mettrais le mot accéléré Ok. parce que c'était mon activité principale. Et donc, je devais rapidement gagner ma vie, enfin, entre guillemets, hein, parce que c'est pas encore totalement acquis aujourd'hui, hein. Même après 2 ans d'activité, c'est un secteur qui est très concurrentiel, donc il faut se démarquer. Mais moi, j'ai fait vraiment le site internet, mais toujours accompagné de la CMA. Moi, toutes mes formations, je les ai fait avec la CMA. Donc, j'avais un petit planning de formation qui s'est déroulé pendant 1 an. Ok. J'avais profité du pass formation. Et donc, du coup, j'avais 1 an de formation, pas en continu, bien entendu, hein, mais notamment sur le site internet que j'ai créé moi-même. Donc, la journée, j'étais en formation. La nuit, j'étais sur mon ordinateur. Et entre parallèles, il fallait que je fasse évoluer aussi ma gamme et que je continue à apprendre ce métier. Enfin, vraiment, j'ai fait tout. C'était intense. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le site internet est créé. Aujourd'hui, on prend du recul et on se dit qu'est-ce qui va pas. Et là, on recadre. Ouais. Parce que bien évidemment, il y a des choses qui ne vont pas. Pour qu'on fasse profiter de ton expérience aux gens qui regardent, là, ces premiers mois, tu parles, ça a l'air très intense. C'était du coup. intense, oui. Est-ce que tu conseillerais quelque chose pour anticiper ça, s'y préparer? Est-ce que avant de se lancer, tu aurais refait des choses différemment, Complètement. préparé des choses différemment? Oui. Alors, je pense que dans le métier de l'artisanat, quand on n'a pas la complexité du statut en micro-entreprise, c'est le financement. Donc, j'ai puisé dans mes réserves, mais j'aurais aimé avoir un petit coup-de-pouce que je n'ai pas eu parce que cette forme juridique ne permet pas le prêt bancaire. Donc ça, c'est vraiment... quand on fait du conseil, il y a peut-être moins besoin. Je sais pas, peut-être qu'il y a aussi besoin de matériel, mais moi, dans mon cas, j'avais besoin de beaucoup de matériel. Et à un moment donné, ça a été très compliqué. Et je pense que si j'avais pu faire machine arrière, j'aurais peut-être commencé sur un mi-temps et j'aurais peut-être pris plus le temps. Est-ce que ça me correspondait parce que je suis quelqu'un d'hyper entier et quand je fais quelque chose, je suis à fond? Je sais pas. Mais ça a été compliqué à cause de ça. Voilà. Je pense que quand on fait un mi-temps et qu'on a une sécurité sociale, puisque le mi-temps permet de garder ses droits en retraite, parce qu'il y a toute cette partie-là qu'il faut prendre en compte. Ses droits en retraite, le mi-temps le permet. Un appui financier, je pense que avec le recul, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, faut jamais arrêter. Il faut avancer. Et si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais recadrer ce qu'il faut... Les curseurs et avancer sur des leviers. Du coup, il y a un levier sur lequel moi j'ai besoin d'avancer et où j'ai pas pu prendre le temps comme j'aurais voulu. Voilà. Merci pour ta transparence, Myriam. Patrice, toi qui vois passer beaucoup de personnes qui se lancent sur ce statut, tu les vois démarrer, quelles pratiques tu vois? Est-ce qu'il y a des messages que tu voudrais peut-être faire passer aux entrepreneurs qui nous regardent sur ces premiers pas, sur peut-être quelques erreurs à éviter, des choses à anticiper? Les erreurs, c'est la précipitation, déjà. La première chose, c'est je veux créer mon entreprise tout de suite. Pas oublier l'accompagnement qui prend un certain temps et aussi ne pas lésiner sur l'étude de marché. L'étude de marché qui va permettre effectivement de se positionner. Est-ce que je vends mon produit au bon endroit à la bonne personne? C'est toute la question. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer un prix de vente et pouvoir déterminer, un panier moyen en tout cas, et pouvoir déterminer est-ce que j'ai un potentiel client, est-ce que j'ai un potentiel de chiffre d'affaires à atteindre. Attention, ça reste toujours un objectif, pas une boule de cristal qui dit qu'on va atteindre ce chiffre d'affaires. Mais on se donne au moins ces bases-là pour au moins ne pas avoir une certaine déconvenue en disant oh, ça marche pas. Tout ça. Par contre, effectivement, on parlait de commercial, il faut aller prospecter, il faut aller chercher ses clients, il faut le faire en amont. Donc le fait de faire des études de marché, c'est savoir est-ce que mon produit que je vais faire, fabriquer, vendre,
Est-ce que j'ai une demande en face? C'est toutes ces choses-là il faut pas hésiter à faire avant, ne pas se lancer sans avoir ces données-là. La deuxième chose, c'est quand on parle de précipitation, c'est souvent également les partenaires qu'on va avoir. Partenaires bancaires, alors effectivement, ça c'est clair, tu l'as dit, les banques, micro-entreprises, s'il y a un besoin, il y a un besoin de financement, au démarrage, les banques ne suivent pas les micro-entreprises parce qu'il n'y a pas de prévisionnel d'activité. Alors, on peut le faire quand même. On peut faire un prévisionnel d'activité en simulant les charges. Hein, on a toutes les charges en connaissance, donc on peut créer un prévisionnel, même si, alors on va enlever certaines choses qui sont propres à une entreprise classique, entre guillemets classique, je précise bien, pour qu'on ait au moins une visibilité de la rentabilité de l'entreprise. Est-ce que je vais en vivre? C'est là toute la question de départ. C'est si je crée mon entreprise aujourd'hui, est-ce que je vais en vivre? Je dois savoir la viabilité de mon projet, connaître la viabilité de mon projet avant d'y aller. Ça, c'est une certitude. Et après, effectivement, quand on est en place, et la suite, c'est effectivement, il y a tout ce démarrage-là qui fait toute cette difficulté d'aller chercher des clients. Ben, il faut se donner les moyens. On a des forces, on a des faiblesses. Il faut que ces faiblesses deviennent des forces, ou alors au moins rectifier ces faiblesses et faire en sorte de se former pour qu'on ait le moins de faiblesses possible. C'est tout. Bah, merci Patrice pour ce retour. Laetitia, je me tourne vers toi. Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose, je reviens dessus. Tu as parlé de la vente, d'aller chercher ses premiers clients. Oui. C'est souvent ce qui est compliqué quand Oui. on est entrepreneur parce qu'on n'est pas toujours vendeur dans une vie précédente. Moi, je suis intéressé de savoir comment tu as travaillé ça et comment ça s'est passé, ces premières approches de prospects. Alors c'était vraiment, pour moi, ça a vraiment été très difficile parce que je savais pas faire. Donc ce qui est important aussi, c'est le réseau. Se dire, ben voilà, on connaît plein de gens dans notre vie. On a un réseau beaucoup plus important que ce qu'on croit. Donc moi, j'ai fait un mind mapping. Qui je connais et qui peut me conseiller? Je dis, ah tiens, un tel peut m'envoyer, peut me conseiller. Je peux appeler un tel de la part d'eux. Et encore une fois, pas à pas, on agrandit la toile, quoi. Le mind mapping se développe et c'est comme ça que les choses se font. Donc toi, tu as vraiment misé sur le réseau pour ta prospection et aller chercher ces premiers clients. Oui. Je me permets, ça a suffi ou est-ce que tu mets en place d'autres choses? Non, c'est... Voilà, après, j'ai pris, par exemple, en analyse de pratique, je sais que quelles entreprises sont en train de développer, ont des injonctions de développer l'analyse de pratique, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés et puis voilà. J'ai envoyé des mails aussi, mais souvent on répond pas trop aux mails, hein, alors que c'est plus facile derrière l'ordi de faire un mail. Donc voilà, faut décrocher le téléphone. Donc voilà, moi je mettais ça me coûtait, hein, je trouve que c'est difficile. Je mettais un objectif par jour. Voilà. D'aller chercher des clients, d'aller prospecter, c'est pas une chose facile. Surtout quand on démarre à zéro. Hein. Ou alors des fois, on a des clients. Il y a une activité, par exemple, les artisans du bâtiment. Souvent, ils ont 1 ou 2 clients ou des chantiers qui sont déjà là. Par contre, ils n'ont pas du travail jusqu'à, on va dire, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Donc ça, il faut aller les chercher. On parlait de difficultés tout à l'heure, produire, vendre et puis gérer. Les artisans du bâtiment, par exemple. Alors, j'en parle parce qu'effectivement, c'est vraiment leur problématique, c'est la gestion. Ils sont sur le terrain. Le soir, ils rentrent, ils sont rincés, c'est vous le dire. Et puis, les devis sont faits ou pas faits, les factures sont faites ou pas faites, et puis ils sont pas forcément non plus encaissées. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention, puisque ça génère des décalages de trésorerie et des problèmes de trésorerie, et peut-être aussi des problèmes avec son partenaire bancaire. Donc ça, il faut faire attention à ça. Du coup, je vais rebondir avec toi, Thomas, sur ce côté gestion, notamment ce rôle-là des experts comptables au quotidien. On le disait tout à l'heure, micro-entreprise, ça sous-évalue pas tout le travail qu'il y a à faire dans son entreprise. Du coup, en termes de gestion, est-ce que tu vois dans les pratiques des choses régulières auprès de tes clients? Comment tu les corriges? Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place sur ce côté gestion, toi? Je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que souvent, quand on se lance sur une entreprise,
La partie gestion, elle passe à côté. On est focus sur son cœur d'activité et on s'occupe pas de la partie gestion. Mais faire ses devis correctement, proprement, c'est une grosse partie commerciale qui apporte des clients. Faire ses factures au bon moment, parce que envoyer une facture 3 mois après, ça donne pas une bonne image de l'entreprise. Et pareil sur les méthodes de paiement, faut vraiment faire attention, puisque si vous envoyez votre facture et puis vous vous arrêtez là, c'est pas clair pour votre client. Donc dire voilà la facture, je veux être payé sous tel délai, et même le mettre dans le devis pour dire comment vous voulez être payé, comment ça se passe, etc. C'est vraiment un élément important qui est pas forcément anticipé. Et je voulais rebondir sur 2 éléments qui ont été évoqués aussi, sur le prêt bancaire. Donc le prêt bancaire, il n'est pas du tout interdit par la micro, c'est juste que c'est plus complexe d'aller le chercher parce que la banque, elle va plus ou moins suivre, mais c'est possible. Par contre, qui dit prêt bancaire dit qu'il faut faire un peu attention au statut, parce que si on a un prêt bancaire, c'est qu'on a des frais, et du coup, peut-être que le statut de micro est pas adapté. Et le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, c'est le mi-temps, ou pas commencer directement dedans. Moi, j'ai tendance à dire que si on veut y aller, il faut y aller. Et du coup, c'est pas toujours facile, parce que dans ton cas, il n'y a pas France Travail, par exemple. Mais dans les cas où il y a France Travail qui est derrière, parce que vous avez eu une rupture conventionnelle, ou en tout cas vous avez au droit à France Travail, y aller à 100% en ayant bien anticipé les choses. C'est-à-dire, faut pas dire je démissionne puis on verra plus tard. Non, on anticipe comment on fait, etc. Mais à partir du moment où on est accompagné par France Travail et qu'on a des allocations, c'est beaucoup plus simple de démarrer un peu progressivement, mais en s'y mettant à 100%. Et là, on a un an et demi pour dire je fais en sorte d'en vivre. Et je n'ai pas besoin d'en vivre tout de suite. Et ce qui est difficile avec le mi-temps, c'est de faire la part des choses. Moi, j'ai de la chance, je travaille dans mon lycée en début de semaine, et après, je me consacre à la micro. Mais ça demande de switcher entre 2 activités hyper différentes. C'est très compliqué. La semaine dernière, j'ai fait un coaching entre midi 2 alors que je bossais, mais ça, je me suis dit, mais plus jamais, parce que j'étais vraiment entre 2 mondes trop différents, quoi. Donc le switcher de l'un à l'autre, il faut vraiment être rigoureux sur mon activité hyper structurée, Et sur un mi-temps qui demande pas à ramener du travail dans la tête le soir non plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, comme tu le disais, moi, j'avais pas du tout droit à France Travail, très peu d'aide, donc c'est... Pas trop le choix. Pas trop le choix, quand même. Oui. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, Thomas, pour les gens qui regardent, qui peuvent se dire je commence doucement avec un mi-temps. Toi, vraiment, tu conseilles, si on peut s'investir à fond, faut y aller, quoi. Si on croit à notre projet, il y a une technique en vente qui dit si on est persuadé que ce qu'on vend va apporter quelque chose de fort pour le client, si on croit en notre projet, et puis les créateurs, vous croyez tous à votre projet, sinon on n'y va pas. Si on peut financièrement, et là ça dépend de France Travail, ça dépend de nos économies, ça dépend d'une stratégie bâtie à l'avance, toutes les situations sont pas les mêmes, mais si on peut, y aller à 100%, c'est plus pratique, parce que en termes d'organisation, on y est, quoi. Si on doit jongler, tu le disais, c'est dur. Il y a un paramètre quand même qui est important, hein, je suis d'accord, hein, tout à fait, mais il y a un paramètre, c'est la vie privée, vie professionnelle. Tu le disais, qui est très 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 important, puisque ça peut mettre en danger l'évolution ou le développement d'entreprise, ça peut mettre également en danger la vie privée, le foyer fiscal. Donc il faut vraiment faire attention à ça aussi. Dans l'étude du projet, il faut bien mettre ça en compte, il faut bien mettre ça dans le panier, et pas le mettre de côté. Alors je suis d'accord, parce que moi dans mon cas, je suis maman solo avec 3 enfants, donc tout repose sur mes épaules. Mais en même temps, faut pas que ça nous empêche d'y aller, quoi. Non. On a des projets. Mais il faut en avoir conscience. Voilà, faut faire différemment, mais en avoir conscience et quand même y aller, parce que voilà. Bâtir une stratégie à l'avance, en fait. C'est ça. Prenons le temps avant de lancer, de dire comment ça va se passer, comment je vais faire, et ces cas-là, tout anticiper pour faire en sorte que quand on y va, allez feu, et puis ça explose, quoi. On anticipe, on se prépare, on se fait accompagner. Si je commence à résumer un petit peu
Merci. Je reviens vers toi, Myriam. Tu nous as un peu dit que tu n'aimais pas trop les chiffres. Je me sens avoir un peu entendu Alors, ça. il y a chiffres et chiffres, hein, parce que en ayant été conseillère en gestion de patrimoine, Alors, du coup, la fiscalité, tout ça, alors moi, ce qui m'intéresse, ça se passe bien. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur la partie de gestion Oui. au quotidien. Du coup, toi, comment tu t'y es pris? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour, Thomas parlait de factures, de devis, de suivi de vente, etc. Comment toi, tu travailles finalement? Alors moi, j'avais pas ce problème de commercial. J'ai au moins quelque chose dîner presque. Donc c'est plutôt facile. Donc j'arrive à me développer. C'est une chance pour moi parce que comme je suis partie, j'y suis à la fond. Voilà. Donc heureusement pour moi, le commercial n'est pas un problème et du coup oui, j'ai pu développer, par exemple la partie pro. Je commence à la développer. Je commence à la développer sérieusement. C'est ce qui va faire que mon entreprise va pérenniser, c'est de travailler avec des professionnels. Et de créer une gamme avec des pros, c'est encore plus compliqué. C'est encore une autre gestion, c'est encore d'autres prix de revient, c'est encore d'autres choses à faire. Alors, pour toute la partie, je fais ma facture et mon devis. Moi, j'ai une solution simple, c'est mon mari qui adore faire ça. Je le dis, hein, je le dis. Hein. Mais je suis bien entourée, c'est une ressource. Lui, c'est un chef d'entreprise, donc pour lui, c'est très facile. Donc, il me le fait. Par contre, j'ai créé, parce que voilà, j'ai pas une maîtrise totale, hein, mais j'ai une connaissance d'Excel. Et la CMA, eux, ils m'ont aidé à calculer mes prix de revient, parce que ça, par contre, on n'en parle pas assez. Mais les artisans qui se lancent et qui vendent leurs produits, pas à perte, mais déjà ils se dévalorisent leur travail, donc c'est déjà pas bon. Ils créent une concurrence déloyale qui est pas bonne et qui à terme ne fonctionne pas de toute façon. Et parce que les clients, ils font aussi leur choix. Mais ça peut pas tenir la route. Donc c'est vrai que la CMA, j'avais fait cette formation coût de revient, génial. Franchement, non mais elle était vraiment hyper adaptée et ça m'a ouvert un monde. Et heureusement que je l'ai faite parce que j'avais oublié dans le poste charge pour calculer plein de choses. Mais plein de choses pour calculer mon coût horaire, parce qu'il faut quantifier son travail. Et ça, j'ai appris à calculer ça. Parce que justement, c'était pas mon fer de lance, quoi. Et on revient sur ce que vous disiez. Et voilà, il faut l'accompagnement. vraiment s'entourer. Et il faut aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses. Si je puis me permettre. C'est voilà. important ce que tu dis. J'ai créé d'autres outils. Hein. La CMA n'a pas fait tout, mais moi j'ai créé d'autres outils. J'ai créé, je sais où j'en suis. Je fais régulièrement mon inventaire. Ça permet aussi de savoir ce qu'on vend mieux. Et là, je tourne différemment. C'est-à-dire, je sais ce que je dois créer et je ralentis sur les décalages. Aujourd'hui, sur beaucoup de décalages financiers. Et c'est là où je commence à voir le jour. Et il m'a fallu 2 ans. Bien ce que dit Myriam, c'est qu'effectivement, elle a été chercher de la formation sur un besoin qu'elle avait sur le calcul de coût de revient. Par contre, on lui a donné les outils. Elle a eu les outils. Par contre, elle a utilisé ces outils. Elle développe d'elle-même. Elle fait donc ses propres tableaux, son propre suivi. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, C'est-à-dire que tu t'en es emparé. Alors, je l'ai pas fait au départ parce que j'étais tout chousse, comme on dit. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'en suis où? Et là, c'était le fou artistique. Et là, je me suis dit, non, vraiment, faut que tu t'y mettes. Et donc, voilà, j'ai vraiment créé mes outils pour que c'est loin d'être parfait, hein, mais c'est vraiment en bonne voie et vraiment, ça permet de respirer, de savoir où on en est. Important ce que tu dis. Merci. Alors, je vois que le temps avance, c'est passionnant. Mais du coup, le temps file et on a un atelier juste derrière. Du coup, je vais vous interroger sur une dernière question, une question que je pose à tous les intervenants qui viennent sur le plateau. Si vous aviez un ami entrepreneur qui nous regardait, là, qui a un projet de création de reprise, moi, je voudrais qu'ils se mettent à l'action dans les jours, les semaines qui viennent. Du coup, j'aimerais bien que vous leur donniez un conseil ou une action à faire dans la semaine qui arrive. Est-ce que quelqu'un veut commencer à un conseil qui lui vient comme ça, qui voudrait partager ou une action à mettre en place? Juste une.
Alors, oui, on va se limiter à une. Après, si tu en J'ai envie de dire prendre contact avec un conseiller, un expert, peu importe, chambre consulaire, insulaire, expert comptable, voilà. Au moins prendre contact avec un expert. Ne pas y aller. Attention, je dis pas que les conseillers, la famille, tout ça, c'est pas des mauvais conseillers, mais il faut prendre plusieurs conseils et surtout, voilà, d'un expert qui a l'habitude, qui rencontre énormément d'entreprises, qui voit ça tous les jours. Donc c'est son métier. Donc ne pas hésiter à aller voir un expert, à lui demander des conseils. Voilà, je veux faire telle activité. Ne pas dire je vais créer une micro-entreprise, ce qu'on l'a dit soi-même, ça dépendra des besoins de démarrage, ça dépendra de différentes choses, mais voilà, déjà dans un premier temps ça, et puis après effectivement continuer un accompagnement pour avoir tous les outils techniques de la micro-entreprise pour bien maîtriser et gérer par la suite, ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci Patrice. Myriam, est-ce que tu aurais une action, un conseil à donner? Alors, c'est exactement la même, en fait. Pour pouvoir faire une chose qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, mais dans n'importe quelle situation et n'importe quel métier, c'est prendre du recul. Et tant qu'on n'a pas mis tout sur table, il faut savoir que quand on se lance dans ce type d'activité, c'est pas anodin, parce qu'on est son propre patron, propre employé, propre patron. On est tout seul aussi. Et donc, pour pouvoir, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est bête, mais on n'a jamais fait ce métier-là, donc on ne sait pas tout. Et donc, aller voir un expert qui a l'habitude de voir plein de métiers différents aussi, parce que chaque métier a ses particularités. Laetitia et moi, on n'a pas du tout les mêmes problématiques et pas du tout. Mais on a, des gens comme Patrice ou des gens comme Thomas voient tous les métiers passer et peuvent déjà cibler les problématiques par leur recul et parce que voilà. Et je trouve que c'est important d'aller voir des spécialistes pour justement profiter de leur recul pour se poser les bonnes questions. Merci Myriam. Laetitia, un conseil, une action? Moi, je dirais d'avoir vraiment en tête ce dont on a envie, même si c'est loin. Voilà, c'est quoi ma vraie envie, parce que ça va être mon moteur aussi. C'est ce qui va me pousser à l'action. Et puis, voir quel chemin je vais prendre pour y arriver, sur qui je vais prendre appui. Je vais peut-être changer un peu de direction, mais voilà, cet objectif, il est là. Et puis y aller, quoi. Parce que de toute façon, on apprend toujours et je le prendrai comme ça. Merci pour ces encouragements. Thomas, on finit par toi. Moi, c'est un conseil que je donne souvent, et même dans d'autres cadres, c'est faire un rétro-planning. Okay. C'est-à-dire se fixer des objectifs et dire je vais arriver à tel endroit, du coup, il faut que je passe par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Et du coup, on arrive et demain, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler telle personne, je dois faire telle démarche, je dois faire telle chose, etc. Et du coup, on se fait un plan par un rétro-planning avec un objectif loin, on redécoupe en petits objectifs. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on se met en action. Merci pour ce bon conseil. On vous encourage à faire ce rétro-planning assez vite, comme le conseille Thomas. Merci à tous les quatre, en tout cas, pour vos partages, votre sincérité aussi. C'était précieux. Merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cet atelier. Vous avez vu que la micro-entreprise, certainement, vous attire par sa simplicité. C'est vrai qu'elle permet de se lancer vite avec peu de démarches, mais on a vu que la simplicité ne doit pas masquer toutes les limites. On a parlé de plafond, de fiscalité, de protection sociale. Moi, j'ai envie de retenir 3 idées. La micro-entreprise, c'est une rampe d'essai idéale, même si elle demande, on l'a vu quand même, de la rigueur. Ce qui est simple n'est pas toujours simpliste. Il faut être attentif aux différentes règles, bien s'informer. Et puis, on l'a beaucoup entendu, l'accompagnement reste clé, même dans ce régime, pour éviter des erreurs qui sont coûteuses, que ce soit en argent ou en temps. Et moi, j'ai envie de vous dire que votre premier pas concret, ça pourrait être de vous inscrire à nos rendez-vous experts qui ont lieu en présentiel jeudi sur l'un de nos 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez rencontrer des conseillers CCI, CMA, des experts comptables et puis tout l'écosystème entrepreneurial que vous trouvez localement. Donc, on vous met dans le chat toutes les informations pour vous inscrire. Et puis, on va marquer maintenant une courte pause et puis nous retrouver ensuite pour le dernier atelier de cette matinée qui sera autour de la reprise d'entreprise, parce que voilà, créer c'est une voie, mais reprendre une activité existante c'est aussi une opportunité qui peut être aussi passionnante. Donc merci à vous et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.